Bonjour à tous et bienvenue dans les notions de la classe de l'éco. Je suis Céleste, l'assistante du prof de la classe de l'éco. Je le remplace de nouveau aujourd'hui car il est en pleine conférence à Singapour. Aujourd'hui, nous allons poursuivre sur les agents économiques, mais nous allons surtout parler de leurs échanges. Nous allons explorer comment les différents acteurs de l'économie interagissent et échangent des biens, des services et des ressources. Si vous n'avez pas vu la vidéo du chapitre 4 sur les agents économiques, je vous invite fortement à commencer par celle-ci avant de poursuivre sur cette vidéo. Nous allons donc commencer par les ménages. Il faut savoir que les ménages consomment plus de 50% du PIB français. Ils ont donc une très grande importance dans l'activité du pays. Le PIB est le produit intérieur brut. Une vidéo est consacrée à cette notion. Nous l'avions déjà évoqué, l'activité principale d'un ménage est la consommation des biens et des services. Il travaille pour ces entreprises en échange d'un salaire. Les ménages ont aussi des interactions avec les administrations publiques. En effet, les ménages paient des impôts et taxes, par exemple la TVA et les impôts sur le revenu, et reçoivent des services non marchands comme les services publics. Les ménages ont aussi une interaction avec les institutions financières. Elles déposent leurs argent en banque et peuvent emprunter de l'argent pour financer des biens et services comme une maison, une voiture ou des travaux. Les institutions financières assurent aussi les ménages contre les accidents de la vie. Les ménages ont aussi une interaction avec le reste du monde. En effet, quand nous allons à l'étranger, nous consommons des biens et des services dans le reste du monde. Nous pouvons aussi importer des produits étrangers via des sites marchands. Les ménages peuvent aussi avoir des interactions avec leur propre catégorie d'agents économiques. Ils peuvent faire du babysitting, du prêt d'objets ou alors de l'entraide entre voisins. Nous appelons cela de l'économie de réciprocité. Nous allons aborder l'interaction avec les entreprises, les institutions financières qui permettent aussi de déposer l'argent des entreprises en banque et de les assurer. Les entreprises peuvent aussi acheter des biens et des services auprès d'autres entreprises. Elles achètent des matières premières, des services, des consommables pour fabriquer et vendre leurs produits. Les entreprises reçoivent aussi des services non marchands auprès des administrations publiques et paient des taxes et impôts. Elles peuvent aussi vendre leurs productions ou services aux administrations publiques via des appels d'offres. Et enfin, les entreprises exportent des biens et en importent avec le reste du monde. Les administrations publiques ont aussi des interactions entre elles avec des financements de projets au local, transferts de fonds, etc. Nous l'avons vu dans le chapitre 4 que les administrations publiques possèdent plusieurs niveaux de hiérarchisation. L'argent peut remonter afin de financer les administrations publiques locales ou alors redescendre vers les collectivités territoriales sous forme de subventions. Les administrations publiques peuvent aussi envoyer des dons au reste du monde comme des dons suite à des catastrophes naturelles. L'État fait partie de certaines organisations mondiales comme le FMI, Fonds monétaire international, et échange donc régulièrement avec le reste du monde. Les administrations publiques placent leurs économies auprès des institutions financières afin d'être rémunérées sous forme d'intérêts. Mais elles empruntent aussi de l'argent aux banques sous forme d'obligations d'État. Une obligation d'État est une promesse de remboursement de la part de l'État. En gros, l'État emprunte de l'argent contre un papier qui promet un remboursement à la fin du crédit. Il rembourse des intérêts tous les ans jusqu'à la fin du crédit. Vous pouvez souscrire aux obligations d'État pour devenir emprunteur. L'État ne peut pas mourir, donc elle contracte sans cesse des prêts pour financer les investissements et rembourser les échéances d'anciennes dettes. Cela veut dire que l'État emprunte pour rembourser les anciens prêts qui se terminent. Alors je vous vois venir, et vous avez raison, l'État s'endette pour rembourser les anciennes dettes. Et la dette totale se creuse encore et encore. C'est pourquoi il existe des agences de notation comme l'agence Fitch qui évalue la capacité des pays à rembourser leurs dettes. Les bons élèves ont un triple A. Les moins bons élèves ont un D, qui veut dire défaillance. Au plus, la note est dégradée. Au plus, le pays peut faire faillite. Donc au plus, les taux d'intérêt sont élevés. Avec le Covid, l'État a creusé sa dette publique et les agences de notation peuvent nous faire baisser notre note de AA vers la note A. Il faut comprendre que la dette de la France n'est pas détenue que par les institutions financières. Elles sont aussi détenues par le reste du monde. Au 20 décembre 2024, l'État était endetté de 3 303 milliards d'euros.
Je n'ai pas trouvé de source plus récente, mais en 2023, environ 50% de la dette publique était détenue à l'étranger. Cela est problématique car les emprunteurs étrangers pourraient demander plus d'intérêt sur les prêts au vu de l'endettement de la France. Nous allons revoir tout cela dans le budget de l'État car au-delà de l'emprunt, il y a aussi les revenus et dépenses de la France. Donc je m'arrête sur ce sujet et je vous invite à voir la vidéo sur le budget de l'État pour comprendre plus en profondeur le sujet. Je vous mets les liens en description. Justement, nous avons parlé des obligations d'État, abordons les échanges économiques des institutions financières. Nous l'avons vu, les institutions financières prêtent de l'argent et assurent les autres agents économiques. Mais il faut savoir que cet agent emploie des ménages afin de garantir la commercialisation de leurs services et achète des biens et des services auprès d'entreprises. Les banques paient aussi des impôts auprès des administrations publiques. Les banques peuvent aussi se prêter de l'argent via le réseau du marché interbancaire. En gros, ce sont des prêts à très court terme afin de garantir la liquidité des transactions. Ces prêts à court terme sont souvent invisibles pour les ménages, mais ils jouent un rôle crucial dans la stabilité et l'efficacité du système bancaire. En somme, c'est un flux financier massif qui soutient l'ensemble de l'économie. D'ailleurs, c'est cette partie des transactions interbancaires qui a créé un désastre économique en 2008 avec la crise des subprimes. Suite à une faillite d'une des plus grosses banques américaines, Lehman Brothers, le système interbancaire s'est bloqué par la perte de confiance entre les banques. Cette perte de confiance a déclenché une crise de liquidité, rendant difficile pour les banques de se financer et de prêter de l'argent à leurs clients, ce qui a amplifié la récession économique. C'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à part, je me le note pour plus tard. Les institutions financières échangent en permanence les monnaies avec les autres pays sous forme de devises. En gros, elles échangent la monnaie locale avec une autre monnaie locale, par exemple l'euro, le livre sterling. Le taux de conversion change à tout moment car la valeur de la monnaie change en permanence avec un autre pays. 1 euro vaut au moment où je tourne la vidéo 0,83 livres et 1 euro vaut 1,03 $. Mais si vous regardez au moment où vous écoutez cette vidéo, il est fort probable que cela a déjà changé. Parfois, une devise s'écroule, c'est-à-dire que la valeur de l'argent d'un pays vaut beaucoup moins que la valeur d'un autre pays. C'est le cas avec la livre égyptienne qui s'est complètement effondrée suite à des décisions économiques et politiques. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. D'ailleurs, il suffit de voir sur Google le taux de change de la livre égyptienne face à l'euro. Avoir une monnaie forte par rapport au reste du monde permet donc d'acheter plus de choses à l'étranger, et donc cela profite aux importations. Nous allons donc voir les derniers échanges avec le reste du monde. Nous avons vu déjà pas mal de ces échanges économiques, mais nous pouvons dire en plus que des investisseurs étrangers peuvent investir dans les entreprises en France. Ils apportent des capitaux, c'est-à-dire l'argent, pour développer les entreprises en France. Les ménages peuvent travailler pour des entreprises étrangères, ou alors les ménages peuvent travailler en dehors de la France, comme par exemple les transfrontaliers. Cela peut être intéressant pour les habitants poches de la Suisse ou de la Belgique car les salaires sont plus intéressants dans ces pays. Ils consomment alors en France car le niveau de vie est plus bas. Les importations et exportations ont une part très importante dans les échanges avec le reste du monde. Cela permet de calculer la balance commerciale. La balance commerciale est un indicateur économique pour voir si nous achetons plus ou nous vendons plus vers le reste du monde. Le calcul de la balance commerciale est le suivant. Ce sont les exportations, moins les importations. Si la balance commerciale est positive, alors il y a un excédent commercial, c'est-à-dire que nous vendons plus que nous achetons vers le reste du monde. À l'inverse, si la balance commerciale est négative, cela veut dire qu'il y a un déficit commercial et donc que nous achetons plus que nous vendons. La balance commerciale est un outil qui peut être politique, comme on l'a vu récemment avec Donald Trump et son souhait de taxer les produits européens. Il faut savoir que certaines entreprises d'un pays sont les seules à fabriquer un bien ou un service dans le monde. Cela permet donc d'améliorer la balance commerciale du pays, car le reste du monde achète dans cette entreprise. Une entreprise qui est le seul à produire ou vendre un bien ou un service a donc le monopole du marché. En gros, avoir le monopole, c'est un vendeur unique sur le marché. À l'inverse,
Un oligopole, c'est quand plusieurs vendeurs sont sur le marché. Nous étudierons l'offre et la demande dans une prochaine vidéo. Pour résumer cette vidéo, nous avons donc analysé les différents échanges économiques entre les agents économiques. Nous avons aussi appris ce que c'était une obligation d'État avec le système de notation. Nous avons abordé le sujet des prêts interbancaires, les devises, la dette publique, la balance commerciale et ce que c'est qu'un oligopole et un monopole. Je vous laisse sur le résumé des échanges économiques entre les différents agents économiques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.